Bonjour, bienvenue en cette séquence d'économie dédiée à la situation problème que vous allez avoir dans l'épreuve du baccalauréat et que vous avez sûrement déjà vu lors de vos devoirs au cours de l'année. En effet, la situation problème va être notée sur 6 points. Elle contient d'abord un libellé qui est accompagné d'un ou de plusieurs documents et avec des questions correspondantes à ce libellé. Passons tout de suite pour voir et essayer de résoudre avec vous un exemple fictif d'une situation problème. Commençons par lire ensemble le libellé. Dans une économie fictive, la population totale a atteint 12 500 milliers d'habitants en 2023, dont 4 850 milliers de personnes sont actives. Une autre information dans ce même libellé, les habitants ont ressenti une baisse de leur pouvoir d'achat à cause de la hausse remarquable des prix de certains produits à partir du deuxième semestre de l'année 2023, malgré la phase d'expansion par laquelle passe le pays, avec un TCA du PIB réel entre 2022 et 2023 égal à 4,06%. Donc, après ce libellé, on passe au document annexe. Le document, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un tableau statistique, bien évidemment un exemple fictif, qui présente l'évolution entre 2022 et 2023 du PIB. Il s'agit là de deux types de PIB, un PIB au prix courant et un PIB au prix constant. Les deux sont présentés en millions d'unités monétaires. Et on enchaîne avec une autre colonne qui présente le déflateur du PIB de l'année en cours par rapport à l'année de base qui est 2018. Donc, on voit bien ici qu'il s'agit d'un tableau avec des inconnus. Les deux inconnus qu'on nous demandera de déterminer ne sont autres que la valeur du PIB au prix constant de l'année 2022 et celle du déflateur du PIB de 2023 par rapport à l'année de base 2018. La première question est en effet compléter le tableau puis interpréter les valeurs obtenues. On va commencer d'abord par déterminer la valeur du déflateur du PIB de l'année 2023 par rapport à l'année de base 2018, qui n'est autre que le rapport entre la valeur du PIB nominal et celle du PIB réel qui sont multipliées par 100. On remplace à partir du tableau chaque chose par sa valeur, on obtient 112,81. Comment doit-on interpréter une telle valeur? En effet, un déflateur du PIB d'une année par rapport à une année de base égal à 112,81 signifie que les prix ont augmenté de 12,81% en 2023 par rapport à l'année de base 2018 dans ce pays. Donc, j'attire votre attention sur la nécessité d'intégrer toutes les informations nécessaires, le pays, les années, la valeur, le sens de l'évolution de la variable que vous êtes en train d'interpréter. En effet, il s'agit bel et bien d'une interprétation de la valeur du déflateur du PIB, mais ce n'est pas la hausse du PIB ici. Il ne s'agit pas d'une hausse du PIB, mais plutôt d'une hausse des prix. Donc, j'attire votre attention. Attention de ne pas se tromper là-dessus. Ensuite, il ne s'agit pas de reprendre toute la valeur, 112,81, mais seulement de 12,81%, puisque le déflateur du PIB était égal à 100 en l'année de base et donc l'augmentation des prix, elle n'est que de 12,81% seulement. La deuxième inconnue, c'était la valeur du PIB réel en 2022. Mais pour déterminer cette valeur, à partir de la même formule de tout à l'heure qui est le déflateur, on pose toute chose
égale à sa valeur, on peut alors dégager du dénominateur le PIB réel, qui n'est autre que la valeur du PIB nominal sur la valeur du déflateur du PIB fois 100. On obtient 72 697,49 millions d'unités monétaires. Comment doit-on interpréter une telle valeur? Un PIB réel de l'année 2022 égale à 72 697,49 millions d'unités monétaires signifie que la valeur des richesses réellement créées en 2022, évaluée au prix constant de l'année de base 2018, est estimée à 72 697,49 millions d'unités monétaires dans ce pays. Une autre remarque très importante à faire et une erreur à ne pas faire justement, c'est de reproduire le terme PIB. Alors, on a insisté sur donc la composition de la phrase de cette sorte-là, parce que la valeur des richesses réellement créées, ça sous-entend qu'on est en train d'interpréter le PIB réel en particulier. On n'oublie pas de mentionner l'année en cours, l'année étudiée, et surtout de ne pas oublier qu'il y a une année de base à partir de laquelle on a supposé que les prix restent constants et qu'on va essayer de voir tout simplement la valeur des richesses créées. Et bien sûr, on n'oublie pas de reprendre le chiffre. Il ne s'agit pas de l'écrire juste dans le calcul ou en début de phrase, parce que là, c'est l'information à interpréter. Bien sûr, il faut aussi ne pas oublier de mentionner le pays. Passons ensuite à une autre question dans cette même situation problème. Alors, peut-on parler de période d'inflation dans ce pays entre 2022 et 2023? Si vous allez dire oui, vous allez être amené à dire pourquoi. Si vous allez dire non, même dans ce cas-là, vous devez justifier votre réponse. Alors, qu'est-ce que on doit faire? On doit se référer à la définition même de la notion ou du phénomène d'inflation. Donc, l'inflation, c'est une hausse générale et durable du prix moyen de tous les biens et services, c'est-à-dire du niveau général des prix. Donc, dans le libellé du début de la situation problème, on nous a bien parlé d'une hausse des prix, sauf que cette hausse des prix n'était pas générale. On parlait d'une hausse des prix de certains produits. De même, on nous a informé que la hausse n'était pas durable et qu'elle était juste remarquée durant le deuxième trimestre de 2023. Donc, les deux critères indispensables pour dire qu'il s'agit d'une inflation ne sont pas respectés dans notre situation. D'où on ne peut pas parler de période d'inflation dans ce pays entre 2022 et 2023 parce que la définition est autre. D'ailleurs, l'inflation, c'est aussi une augmentation du coût de la vie exprimée par l'augmentation de l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation d'une année par rapport à l'année de base. Il s'agit aussi de rappeler, je profite pour vous rappeler, que le taux d'inflation en une année se calcule par ce rapport-là multiplié par 100. Et ce n'est en aucun cas le déflateur du PIB, c'est pas la même chose, car le déflateur du PIB, c'est plutôt un indice des prix d'une année par rapport à l'année de base. Donc, c'était ça la réponse à la question posée. Sauf que je profite de l'occasion pour vous rappeler que dans votre programme, vous n'avez pas eu affaire à un seul grand déséquilibre macroéconomique tel que l'inflation. Vous avez déjà parlé de la désinflation, qui est aussi une hausse du niveau général des prix, mais que la hausse ne se fait qu'à un rythme ralenti ou à un rythme moins accéléré et qu'il y a une baisse du taux d'inflation,
mais ce taux reste tout de même positif. Vous avez aussi parlé de déflation. Qu'est-ce que la déflation? C'est plutôt une baisse du niveau général des prix. Et cette baisse en entraîne une autre, qui est la baisse du coût de la vie, exprimée par, bien sûr, la baisse de l'IPC. Enfin, on a eu affaire à la stagflation. La stagflation, c'est une forte inflation combinée avec une stagnation de la production et avec aussi un fort taux de chômage. Quelle est la troisième question de cette situation problème? Alors, je lis. Sachant que la population de ce pays a annuellement augmenté de 4,66% sur la même période, à savoir 2022-2023, alors déterminez l'évolution de son niveau de vie moyen en justifiant votre réponse. La détermination du niveau de vie moyen ou de l'évolution du niveau de vie moyen se fait d'une manière bien particulière. Sauf que je tiens à attirer votre attention sur une erreur très fréquente que les élèves font sans se rendre compte. En effet, les élèves généralement confondent entre un niveau de vie moyen d'une population donnée en une année donnée, exprimé par le PIB réel par habitant en une année, qui n'est autre que le rapport entre le PIB réel et la population, d'accord? Ça, ce n'est pas l'évolution du niveau de vie, c'est le niveau de vie moyen en une année donnée. Par contre, pour déterminer l'évolution du niveau de vie moyen d'une population d'un pays sur une période, qu'est-ce qu'on doit mesurer? On doit mesurer, par contre, le TCA du PIB réel par habitant sur cette année-là, 2022-2023, qui n'est autre que la différence entre le TCA du PIB réel et le TCA de la population. On a toutes les valeurs nécessaires dans les différents libellés. Alors, on fait la différence entre 4,06% et 4,66%. On trouve moins 0,6%. On nous demande d'interpréter justement cette évolution. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec un TCA du PIB réel par habitant qui est égal à moins 0,6%, que cela signifie que le niveau de vie moyen de cette population, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détérioré de 0,6% entre 2022 et 2023 dans ce pays. Pourquoi on a parlé de détérioration du niveau de vie moyen? Parce qu'on a trouvé un taux négatif. Et bien sûr, ce signe moins, il s'est transformé en détérioration et on garde la valeur toute seule en pourcentage. On ne peut pas dire qu'il y a une détérioration de moins 0,6%. Ça, c'est une erreur de sens. La dernière question de cette situation problème, elle va porter sur d'autres informations qui nous ramènent aussi aux informations précédentes du premier libellé. Alors, qu'est-ce qu'on nous informe? On nous dit que les enquêtes démographiques ont aussi montré que parmi les actifs de ce pays, la valeur, elle a été donnée au début du libellé. Alors, il y a 3975 qui sont déjà occupés en 2023. Les autres sont déclarés des actifs inoccupés. On nous demande de dégager alors le taux de chômage ainsi que le rapport de dépendance économique. Il nous demande aussi que signifie-t-il? Alors, il est judicieux de faire un schéma pour faciliter la tâche telle que cette répartition de la population totale des 12 500 milliers d'habitants qui se répartissent entre population active et population inactive.
Ça sera notre première inconnue qu'on devrait dégager avant même d'aller répondre à la question posée. Ensuite, la population active, à son tour, elle se répartit en population active occupée et population active inoccupée, qu'on va aussi devoir déterminer avant de faire tout autre calcul. Alors, on va reprendre ce schéma-là et on va faire les calculs préliminaires. Donc, notre population inactive n'est autre que la population totale moins la population active, ce qui nous donne un nombre d'inactifs égal à 7650 milliers d'habitants dans cette économie fictive en 2023. Pareil, avec la même logique, on peut déterminer la population active inoccupée à partir de la différence entre l'ensemble et l'autre sous-ensemble, c'est-à-dire la population active moins la population active occupée, ce qui nous permet de déterminer que la population active inoccupée est de l'ordre de 875 milliers d'habitants. Donc, avec toutes ces informations-là, on va passer à notre calcul qui nous a été demandé. Donc, on commence par déterminer le taux de chômage en 2023 dans ce pays, qui n'est autre que le rapport entre population active inoccupée sur population active, le tout multiplié par 100. Les valeurs correspondantes, elles sont là. On trouve 18,04%. Comment va-t-on interpréter ce chiffre-là? Alors, un taux de chômage égal à 18,04% signifie que 18,4% des actifs dans ce pays sont des inoccupés en situation de chômage en 2023. Donc, on parle de chômeurs ou on parle d'actifs inoccupés, c'est la même chose. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour vous rappeler que un chômeur, c'est toute personne de plus de 15 ans qui est sans travail lors de l'enquête, qui est disponible pour travailler et qui est à la recherche sérieusement du travail. Sinon, on ne peut pas considérer que cette personne est au chômage. Deuxième consigne qui nous a été demandée, c'est de déterminer le rapport de dépendance économique pour cette même année. Donc, on doit rapporter la population inactive sur la population active occupée. Puis, on multiplie par 100. Les chiffres sont là. Alors, on trouve 192,45. Que signifie ce chiffre-là? Donc, un rapport de dépendance économique égal à 192,45 signifie que chaque 100 actifs occupés prennent en charge 192,45 inactifs en moyenne dans ce pays en 2023. Ainsi s'achève notre séquence aujourd'hui qui a été consacrée pour la situation problème dans votre épreuve d'économie au baccalauréat. Je vous remercie du fond du cœur pour votre suivi et je vous invite à visualiser les autres capsules et bonne chance pour l'examen. Merci.